Il y a un truc que je retiens de manière fondamentale, c'est qu'il y a un esprit agile. On essaie de donner un cadre, et ce cadre, il faut l'adapter. Moi, dans mon passé d'agence, il y avait beaucoup d'imprévus tout le temps, et ça changeait beaucoup tout le temps. Et un jour, je me suis dit, ouais, en fait, je pense que j'aime bien un petit côté bordel. C'était pas toujours facile de le faire comprendre à l'équipe quand j'étais manager. C'est qu'il y a des sujets sur lesquels tu fais du quick and dirty. Mettre de l'effort et souffrir de l'effort plutôt de souffrir de ne pas l'avoir fait et d'éprouver ce sentiment de regret. Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision. Eh bien aujourd'hui je suis avec Adrien Legge qui est directeur des opérations chez MadoXR. Merci Adrien d'être venu jusqu'à nous. Eh bien merci de me recevoir, salut. C'est avec plaisir. Je vais commencer le podcast par un petit remerciement. Ouais. Eric Daspec j'ai reçu sur ce podcast et qui nous a mis en relation et je le remercie. Merci Eric. Voilà, peut-être pour avant de parler de MadoXR, qui par ailleurs on en est au tout début. Oui. Est-ce que tu peux revenir sur les débuts et quelques étapes fondatrices de ton parcours? Ouais. Et j'ai une quarantaine d'années pour situer. Donc j'ai démarré l'informatique avec l'Atari de mon frère qui a débarqué à la maison. Donc beaucoup de jeux vidéo aussi, mais quelques lignes on va dire de dev en basique. Et assez rapidement, quelques années plus tard, j'ai rencontré un gars, Olivier, super gars, qui m'a fait découvrir l'univers du Minitel et le début du développement et puis le début de la télématique et le début des communautés. Et c'était vraiment cool parce que je me suis jamais trop posé de questions sur ce que j'avais envie de faire dans la vie. J'avais envie de bosser dans l'informatique. D'ailleurs, je pense que c'est une super chance parce qu'il y a pas mal de gens qui savent pas ce qu'ils ont envie de faire. Donc voilà. À l'époque, on s'est beaucoup battu avec France Télécom pour avoir des lignes SPB à la maison, c'est-à-dire que c'est des lignes qui permettent de recevoir des appels. Et puis identifier les bons petits logiciels de télématique qui permettent de monter un petit serveur télématique à la maison. Et puis ça, avec Olivier de fil en aiguille, on monte ces serveurs-là. Olivier Tardy, qui est aujourd'hui DSI à l'Andra, qui est l'agence nationale du traitement des déchets atomiques, avec lequel je suis toujours en contact. Voilà. Donc je sais pas s'il écoutera ce podcast, mais on lui partagera. Ouais, on lui partagera. Et c'est vrai que je pense qu'il y a faut remercier les gens. Je pense qu'il y a des rencontres qui créent des opportunités. Mais je pense aussi qu'il faut croire en soi et qu'il faut croire dans ce qu'on a envie de faire. Donc du coup, voilà, on se rend compte, on monte ses serveurs Minitel, on a envie de monter une boîte, on fait un bac compta gestion. J'ai jamais été très Tu as voulu monter une boîte avant le bac. Ouais. Enfin non, en fait, moi mon parcours il est assez simple. L'école ça m'intéressait, mais ce qui se passait en dehors m'intéressait quand même plus ou de manière différente, on va dire. Donc j'ai redoublé ma seconde, j'ai pas mon BEPC, et puis avec Olivier on se dit qu'on a envie de monter une boîte. Donc pour monter une boîte d'informatique, peut-être que on peut partir dans une série technique et peut-être qu'on peut aller faire un bac comptabilité gestion. Donc à l'époque c'était STT-CG, je sais pas ce que c'est aujourd'hui. Au préalable c'était les fameux bac G. Sauf que moi j'étais pas dans un lycée poubelle, j'étais dans un super lycée, collège-lycée à Châtenay-Malabry qui s'appelle Sophie Barin, avec une super équipe d'enseignants. Donc on se dit on va faire ce bac compta gestion, il y a une partie informatique et j'ai eu mon bac sans trop de problèmes, et ensuite on a embrayé sur un IUT de services et réseaux de communication qui est un des premiers services multimédia en France. Donc on y apprend le réseau, on y apprend Photoshop, on y apprend la communication, on fait nos premiers pas en Java. Donc on a l'objectif c'était de former on va dire des chefs de projet, des gens qui étaient à touche à tout en informatique. Olivier, il a choisi une autre voie. Il était beaucoup plus hardware et je pense qu'il en avait marre des études. Moi, j'ai embrayé sur un contrat de qualification et là, je suis rentré dans le monde des agences digitales. J'avais une
une vision relativement claire de là où j'avais envie d'aller. C'est-à-dire que c'est ce que je te disais quand on a préparé cette émission, c'est que moi j'avais envie d'être un endroit créatif. C'est-à-dire que j'avais cette image d'un film avec Robert Redford et Dustin Hoffman où ils mènent une enquête, c'est des journalistes et ils sont dans ces grands open space où il y a des cloisons, mais on voit quand même que tout le monde est au téléphone et puis on voit qu'il y a des énormes piles de papier, il y a de la paperasse, c'est vivant. Même si je vois pas un dévouement aux open space, mais même si je pense qu'il peut y avoir des bons open space qui favorisent la création, j'avais besoin d'être dans un environnement qui bouge. Donc ce contrat de qualification, je l'ai eu plus ou moins par piston, et ça c'est ce que je dis toujours, à mes parents, non mais quand même, j'ai eu de la chance, vous m'avez pistonné, mais en fait non, avec le recul, ils m'ont dit non mais regarde, Adrien, t'as passé une quinzaine d'entretiens, donc j'étais un peu organisé, j'avais un Excel à l'époque avec les boîtes que j'allais rencontrer, le suivi des statuts, etc. Et j'étais en démarche spontanée. Donc j'ai rencontré plein de boîtes. On est dans les début des années 2000. Et puis je suis rentré dans une boîte qui s'appelait MDO, qui faisait partie de McCann et d'un groupement international qui s'appelait Zentropy Partners, comme intégrateur web. Donc là, je vous parle d'une époque qui est révolue. Et c'est ce que je dis en général. Là, c'est ce que je dis à mes devs aujourd'hui, c'est que des fois, j'aurais bien voulu naître, je sais pas, 10-15 ans plus tard et pouvoir faire du dev aujourd'hui. Parce que moi, quand je commence à développer, c'est plus simple. Ouais, je pense que si c'est pas plus simple, je pense qu'on peut aller plus loin, plus vite, et qu'on peut faire plus de choses. Et être relativement sous contrôle. Moi, je te parle d'une époque où on fait du montage en tableau, c'est-à-dire que la présentation, on utilisait des tableaux HTML, c'est HTML4, pour monter nos pages et pour faire de la présentation. Il n'y a pas de séparation de comportement, il n'y a pas de séparation de présentation, il n'y a pas de séparation de contenu. Donc c'est IE4, IE5, Netscape 4, des problèmes de compatibilité. Avec malgré tout un parc, on va dire, qui est d'informatique relativement maîtrisé, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui avec les responsives, avec la fragmentation des devices, c'est vrai qu'il y a beaucoup de complexité aujourd'hui. Et donc je fais ce contrat de qualification et je suis hyper content. Je démarre le monde dans les agences digitales et je me fixe. Donc toi, il y avait deux choses qui t'intéressaient, l'info et la créativité. Là, exactement. T'es en plein dedans là. Exactement, je suis en plein dedans. Il y avait un truc qui m'intéressait aussi, c'était avoir de l'autonomie. Et petite parenthèse sur le contrat de qualification, c'était le format qui était adapté pour moi parce que ça m'a permis à la fois de garder un pied dans les études et on va dire un rythme tranquille et de continuer à découvrir des choses et un pas dans rentrer dans le monde professionnel, être entouré d'adultes et de participer à des choses qui sont palpables et qui sont réelles. Et ça par la suite, d'ailleurs je vais développer un petit cérémonial quand je vais mettre des sites web en ligne pendant des années, c'est que parce que les sites web, quand on les sortait en général, c'était dans la douleur. C'est-à-dire que le monde de l'agence créative, c'est des délais de dingue. Des campagnes produits qui sortent avec des annonces. On est dans le début de la gestion de projet, c'est-à-dire qu'on n'a pas toutes les sécurités qu'on peut avoir aujourd'hui pour se dire on va sortir notre site peut-être un mois avant. Donc d'une part les délais nous les permettent pas. Et donc du coup on sort le site le jour de la campagne, sauf que ça marche pas. Il y a le téléphone qui sonne toutes les 10 secondes. Il y a le directeur de compte qui vient en disant les gars ça marche pas, le client qui appelle, le gars de la DSI. Donc beaucoup de pression, mais ouais, surtout un environnement dans lequel il y a beaucoup de créativité, il y a déjà de la tech et dans lequel moi je m'éclate. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je commence, donc je fais du dev, je fais de l'intégration de front, je vois déjà JavaScript qui pointe le bout de son nez, j'aime bien ça, et je me dis malgré tout, j'ai une envie de manager et j'ai une envie de gérer. Je me dis que la bonne étape pour ça, c'est peut-être de faire de la gestion de projet d'ici quelques années, quoi. Sachant que ça c'était une ambition dès le départ, en fait. Ouais, c'était une envie dès le départ. Donc on est toujours début des années 2000, mi des années 2000, en parallèle de ça, avec des copains des copains et des copines du côté d'Antony dans le 92, on monte une association parce que il y en a qui font de la musique, il y en a qui font du graphe, il y en a qui font du théâtre, il y en a qui font de la radio. Donc on monte cette association pour aller chercher des subventions. Et j'ai des copains qui me poussent en disant mais rien, t'es pas mauvais en organisation, ça te dirait pas de faire la régie, de faire le régisseur pour l'organisation de la journée annuelle. Est-ce que ça te dirait de faire de la radio?
Et de fil en aiguille, en fait, il y a deux choses. C'est que d'une part, il y a un avènement des standards tels qu'on les connaît aujourd'hui. Quand je démarre fin des années 80, fin des années 90, je fais l'IUT 97-99. Donc j'ai oublié entre le bac et le contrat de qualif, je fais bah non, j'en ai parlé de SRC. On fait les premières pages en HTML 3.0, tu vas sur le site du W3C, c'est pas le site d'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est limite quelque chose qui te dégoûte et tu dis non mais c'est quoi cette documentation, je vais faire les choses moi-même, et de toute façon Dreamweaver le fait déjà très bien, parce que oui, on faisait du Dreamweaver à l'époque, et c'est un outil qui convenait, et qui n'a plus convenu par la suite, mais il y a l'avènement des standards, donc on commence à parler de CSS, on commence à parler d'accessibilité, on commence à parler de SEO, de référencement, de JavaScript, de séparation de couches, et du coup je fais mes premiers pas là-dedans en me disant tiens, vraiment c'est génial, on va pouvoir améliorer ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on va pouvoir proposer aux utilisateurs des services qui sont plus utilisables, plus maintenables, plus rapides, qui sont plus facilement développables, on va dire, par les collègues et par les équipes. Et donc, première communauté, c'est allhtml.com, qui était, c'est les précurseurs de Alza Création et des communautés comme ça. C'était quoi Alza Création ? Alza Création, c'est une énorme communauté qui existe, qui est tenue par Raphaël Gauter et des collègues à lui qui vient de Strasbourg, et qui est, on va dire, le relais justement d'une communauté comme allhtml, qui est fin des années 90, début des années 2000, et qui eux vont donner vraiment un élan en France de les standards, c'est comme ça que ça fonctionne. Et ensemble, on va comprendre comment ça fonctionne et on va améliorer la qualité du dev front en France. Donc c'est Alza Création, grosse communauté alsacienne de dev front. Pas que, mais essentiellement. Enfin, du moins, c'est ce que j'en retiens. Et il y a aussi Pompage.net qui est né du déficit en fait de ressources en français. Sur les techno-web. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de ressources en anglais, mais on sait que les Français parlent pas super bien anglais. Donc il y a une petite team de gars et de nanas qui se disent tiens, on va faire de la traduction. Et c'est là que je rencontre Stéphane Deschamps. Et alors c'est plus exactement par Pompage.net, mais c'est là aussi que je rencontre Eric Daspel. Et Stéphane me dit t'as déjà monté une association et tout, c'est super cool. Viens, moi j'ai envie de monter une association, ça s'appelle Paris Web. Je reviens de Atmedia à Londres. Et on va parler accessibilité, et on va parler web design, et on va parler qualité web. Donc 2005, 2006, 2007, il y a tout ça qui se passe. Et donc du coup, cet ensemble d'expériences et cet ensemble de choses fait que je vais avoir l'opportunité de prendre mon premier poste de chef de projet. Et la gestion de projet, je la défends en disant j'ai participé à deux associations. L'une en tant que président, l'autre en tant que secrétaire. Je sais monter des événements et c'est quelque chose qui m'intéresse. Et d'ailleurs, dans mon taf aujourd'hui, j'ai un peu l'occasion de piloter 2-3 développeurs et d'être en relation avec le client. Je me retrouve chez Total. Je te passe les détails sur voilà. Total, c'est pas mon, ça me représente pas dans la manière d'être et dans la manière de faire. Mais après, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, ça me ressemble pas. Je me trouve à Pont-Cardinet et c'est un peu c'est la douche froide parce que on a eu un rachat. J'avais émis le souhait de faire du back-end. Je fais une auto-formation Java avec quelques jours en centre de formation chez Transiciel Sogeti, qui est une grosse SS2I. Et tu vois, quand je te dis tout à l'heure, moi, j'avais plutôt envie d'évoluer dans des agences de création, se faire acheter par une grosse SS2I. Je me dis, allez, Adrien, vas-y. C'est le moment de faire du bac. Et puis finalement, je me retrouve à Pont-Cardinet, dans les locaux de la SNCF, à faire du PLSQL. C'est cool, j'ai appris plein de trucs. PLSQL, c'est en gros un langage de procédure stocké dans des bases Oracle. Donc c'est super. Je pense qu'il y a des gens que ça éclate. C'était pas ta cam. C'était pas ma cam parce que je me suis retrouvé dans des applications de gestion, donc des fonds bleus, des champs de formulaires, des framesets avec des systèmes d'action et de passage de variables qui se passaient de frameset en frameset. Enfin, ça manquait de ce côté créatif et ça manquait de ce côté événementiel que j'avais pu déjà aborder dans mon expérience précédente. Je pose ma démission. Et là, je me remets. Pourquoi tu fais ce choix-là au départ ? Non, parce que tu dis je me retrouve chez, mais parce qu'on se fait racheter et que moi je vois. Je fais l'intégration de front, un peu de dev front. On parle pas trop de dev front à l'époque, mais je fais un peu de dev front.
Et je me retrouve dans une SS2I qui est spécialisée sur les techno back-end. Ah, c'est le rachat qui crée la situation. D'une part. Et Adrien, qu'est-ce que tu as envie de faire? Bon, j'ai déjà vu du front, j'aime bien ça, mais j'aimerais bien aller tâter du back aussi, voir comment ça fonctionne. Et même si sur le moment l'expérience est mauvaise, grand bien m'en a fait, parce que par la suite, c'est ce que je vais raconter, ça m'a permis de manager des équipes qui faisaient du back et du front, et d'avoir quand même pratiqué un petit peu ces environnements-là. Donc on se fait racheter, je prends cette option-là, ça me convient pas, je pose ma démission. Et c'est marrant parce qu'en reparler là, en fait, je me dis que ma carrière, elle commence vraiment là, et que les choix, ils commencent vraiment là, parce que donc moi j'habite dans le 92, et je vais prendre un poste de chef de projet technique, plutôt front-end, chef de projet technique chez Business Interactive, qui est aujourd'hui Razorfish, après être devenu Digitas LBI, etc., Sapiente, etc. Donc qui est un gros groupe de communication et de tech aujourd'hui. Et j'y suis resté pendant 6 ans et demi. Donc là, je prends un rôle de chef de projet technique, plutôt front, pour bosser sur les comptes L'Oréal. Donc L'Oréal, tu as des sites statiques en Flash, techno de l'époque, La Roche-Posay, et des technos, enfin des sites e-commerce aussi. Donc notamment la grosse plateforme Lancôme, 16 pays, e-commerce. Et c'est rigolo. Alors sur le moment, c'était pas très rigolo, mais sur le moment, en fait, on avait un langage XML qu'on intégrait dans nos pages HTML, qui était parsé par un serveur, et qui permettait d'accéder aux fonctionnalités e-commerce, de création d'utilisateurs, gestion d'utilisateurs, gestion de catalogue, ajout au panier, toutes les briques de fonctionnalités e-commerce, upselling, cross-selling, etc. Ce qui est vachement intéressant là-dedans, c'est que d'une part, je rentre dans un contexte international, je parle anglais, j'aime bien ça. J'ai l'occasion de travailler avec d'autres marques du groupe, typiquement Yusai en Chine. C'est-à-dire que je découvre d'autres cultures, et travailler avec des Chinois, ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé. J'imagine que ça a évolué, mais c'est tout ce qu'on m'avait dit. C'est-à-dire que effectivement, les Chinois disent pas non, ils disent oui. Et en fait, moi, j'ai déjà cette posture de, en fait, je m'en fiche que tu me dises non. En fait, au contraire, je préfère que tu me dises non, parce que moi, je vais aller rendre des comptes aux clients derrière. Donc, si tu me dis oui et qu'en fait, tu tiens pas ton engagement, tu me mets dans l'embarras. Tu te mets dans l'embarras, et par-dessus tout, parce que ça, c'est quelque chose que j'ai compris avec l'expérience, c'est que un client, son enjeu, c'est pas seulement d'avoir son projet qui est délivré. Un client, son enjeu, c'est aussi de piloter sa carrière. Donc en fait, quand tu délivres un projet en temps et en heure, ou quand tu délivres un projet qui est pas en temps et en heure, mais que tu lui expliques pourquoi, et que du coup, lui, il est capable d'alerter, d'assurer ses arrières, c'est quelque chose qui est super important. Et en général, c'est pas trop un truc qu'on t'apprend, c'est quelque chose que tu découvres par toi-même. Donc j'ai ces environnements internationaux, e-commerce, plus grosse équipe que ce que j'ai connu jusqu'à présent, parce que quand je rentre chez Business Interactive, on est 200 personnes. Donc il y a une effervescence, on commence à parler du X, on commence à parler du I, il y a des créas, il y a des devs back, des devs front, et il y a des belles équipes. T'en vois d'autres, des différences culturelles que l'absence de nom? Je vais répondre différemment à ta question, si tu le permets. C'est que la différence culturelle, en fait, parce que j'ai eu beaucoup d'expérience par la suite avec l'étranger, avec les collaborations, les pilotages d'équipe à l'étranger, la différence culturelle, en fait, c'est nous qui l'imposons. C'est-à-dire que la différence culturelle, c'est toi français parce que t'es donneur d'ordre, et qu'en général, les donneurs d'ordre, ils se positionnent de manière supérieure à ceux qui vont exécuter. Donc j'ai plutôt envie de dire que et je l'ai vécu vraiment j'allais dire quasiment de manière systématique, je l'ai vécu de manière systématique. C'est-à-dire qu'il y a peu de considération pour celui qui exécute, et il est là pour faire, alors qu'en fait on sait très bien que celui qui fait, et je trouve que ça s'applique particulièrement au monde des développeurs. C'est-à-dire que le développeur, c'est quelqu'un qui est capable de comprendre la stratégie d'un projet jusqu'à son implémentation et à son écriture en ligne de commande. Et je pense qu'il faut vraiment impliquer les profils tech de bout en bout et les respecter, parce que c'est eux qui ont j'allais dire le dernier caractère, mais c'est un peu ça. C'est eux qui ont le dernier caractère, qui ont le dernier mot sur ce qui va être implémenté, et c'est grâce à eux que ça fonctionne. Après, pour répondre précisément à ta question, oui, il y a des différences culturelles. Bon, déjà, il y a la maîtrise de l'anglais. Même si on parle pas très bien anglais, on a un accent qui fait que si on prend notre accent français sans chercher à avoir un accent anglais
complet, on nous comprend. Là, c'était pas toujours évident, et ça, c'est des expériences que j'ai eues aussi avec des Indiens. C'était hyper gênant, tu vois, justement, juste après ce que je te raconte là, de dire à un Chinois ou à un Indien, excuse-moi, je suis vraiment désolé, mais je comprends pas ce que tu me dis, et c'est pas contre toi, et je suis hyper gêné, et ça n'enlève rien à tes compétences, mais peut-être que ton collègue peut traduire pour toi. Et c'est vrai, quand tu te retrouves face à des situations comme ça, t'es tout rouge derrière ton téléphone. Pourtant, ton projet, il faut qu'il avance. Souvent, c'est des collègues. C'est vrai que moi, j'ai plutôt eu la chance, finalement, de travailler avec des collègues en Chine, par la suite avec des collègues comment ça s'appelle, en Roumanie, et avec des collègues, enfin des membres du groupe aussi en Inde. Voilà, différences culturelles, bon, les time zones, les trucs comme ça, mais les manières de faire. Moi, ce que je dis toujours, hein, c'est qu'un gars ou une nana en fait qui fait de la tech, il a accès aux mêmes ressources que toi qui sont en anglais, donc ça, en général ça colle pas mal. Faut se faire confiance. Ça change pas grand chose, quoi. Non, ça change pas grand chose. Faut bien communiquer et sur ce qu'on veut et comment on le veut, quoi. Ouais, c'est-à-dire que si tu veux faire une parenthèse là-dessus, pour moi, la gestion du offshore, c'est plus une question de disponibilité, une question d'outils et une question d'anticipation. C'est-à-dire que le offshore, ça prend plus de temps. Il faut apprendre à connaître les gens. Il faut voyager. C'est-à-dire qu'il faut aller les voir. Il faut les faire venir de manière régulière. Et pour moi, le meilleur modèle que j'ai vu jusqu'à maintenant, c'est un ancien collègue de Digitas qui était franco-vietnamien, qui est parti chez Equino. Et il est parti au Vietnam monter Equino Vietnam comme CEO. Et comme il a cette double nationalité franco-vietnamienne, ça lui permet de comprendre à la fois le business sur le marché français, comment il fonctionne, et d'embarquer ses équipes au Vietnam, et que ça fonctionne, quoi. Après, il y a d'autres modèles qui fonctionnent aussi, mais pour moi, ce qui est primordial, c'est le modèle idéal. Pour moi, ce qui est primordial, et ça, je l'ai vécu par la suite. Donc, je passe 6-7 ans chez Digitas, ça se passe bien, on s'éclate bien, c'est dur. Parce que c'est des boîtes qui sont exigeantes, parce qu'il y a du budget, parce que je suis jeune, parce que je comprends pas tout, comment fonctionne la boîte, et que peut-être que par moment je suis un peu fermé d'esprit, ouais. C'est-à-dire que je suis plus en lutte que en accompagnement de l'entreprise, pour des raisons diverses et variées dans lesquelles je vais pas rentrer, mais c'est comme ça que je fonctionne à l'époque, quoi. Donc voilà, il n'y a pas de possibilité d'évolution, et tu vois, toujours par l'intermédiaire des communautés. Donc j'étais en contact avec Samuel Lachman, qui est un créa, qui est aujourd'hui directeur des opérations dans une boîte en Suisse, qui me fait rentrer chez Ogilvy. Alors déjà, je briguais à l'époque, c'est-à-dire que gestion de projet, c'était mon premier objectif, et le deuxième objectif à ce moment-là, c'est de prendre un poste de CTO, de direction technique, dès que possible, j'ai envie de dire. Oui, une ambition, quoi. Ouais, une ambition, ouais. Un objectif. C'est Schwarzy qui dit ça. Schwarzenegger, il dit ça. Qu'est-ce ouais. Il dit, en fait, lui, c'est ce qu'il disait. Alors, je vous conseille pas le bouquin. Moi, j'ai lâché à la moitié. Mais c'est Sam, justement, qui m'a dit, qu'il est énormément, qui m'a dit, tu devrais le lire. Donc, je donne un coup d'essai. Mais il dit toujours la même chose, c'est fixez-vous un objectif, parce que c'est l'objectif qui va faire que dans les moments les moments de difficulté, en fait, vous allez vous rappeler vos objectifs et vous allez y arriver. Donc ça paraît saugrenu de se dire, lui, son objectif, en fait, c'était de devenir Monsieur Univers. Donc c'est-à-dire que quand il passe ses 8-10 heures à la salle de sport, et qu'ensuite il va se faire ses 3 poulets avec ses 12 œufs avec ses potes, c'est parce que c'est ça son objectif. Donc oui, c'est saugrenu, mais c'est ce que j'entends un peu aussi j'écoute aussi les autres podcasts que tu as pu réaliser, et c'est quelque chose qui revient. C'est quoi l'objectif? Parce qu'il y a des moments où ça va être super cool, et puis il y a des moments où c'est un peu plus difficile. Donc moi, mon objectif, c'était ça. C'était ça en partie. Parce que pour être aussi, mon objectif, c'était de gagner des sous, et comme c'est un milieu dans lequel on peut gagner des sous, je pense qu'il faut pas avoir de problème avec ça. J'avais ce double objectif, et je savais que, comme je suis passionné à aller chercher des responsabilités, je pourrais aussi demander des sous avec. Donc j'ai cet objectif-là. Il y a pas vraiment, alors je sais plus, c'est peut-être une solution de facilité, mais je me dis, donc ça m'appelle, il me dit, tu cherches du boulot et tout, je cherche un chef de projet technique pour monter sur Louis Vuitton pour la partie brand content. Donc
Louis Vuitton, à l'époque, ils ont refait leur site web. On a deux parties, une partie e-commerce. C'est full flash. Et c'est full flash pour j'ai participé à monter Paris Web, qui est à l'opposé de Flash. C'est-à-dire que nous, ce qu'on prenait déjà il y a 15 ans, c'est on veut de l'accessibilité, on veut du référencement, on veut de la qualité, on veut des standards, on veut des séparations de couches, on veut quelque chose qui soit utilisable aussi bien pour l'utilisateur que par ceux qui conçoivent. Et là, je vais prendre un poste de chef de projet technique pour rejoindre une équipe sur une techno qui est complètement fermée, qui depuis a périclité. C'est-à-dire que Flash, je sais pas quel est ton auditoire, oui, Flash, ça commence à faire un peu vieillissant. Ouais, ça fait ultra vieillissant. Donc je prends ça, peut-être par flemme, mais je me dis je vais rentrer chez Ogilvy, c'est WPP, je connais quelques personnes là-bas, c'est pour travailler pour Louis Vuitton, donc c'est quand même prestigieux. Parce que le luxe a cette dualité de l'exigence et je pense que particulièrement à ce moment-là, j'avais une exigence moi-même très élevée de ce que j'avais envie de crafter, de ce que j'avais envie de délivrer avec mes collègues. Et surtout, il y a des moyens. C'est-à-dire qu'un Louis Vuitton, quand il vient, il a des moyens pour faire sa partie animation et pour animer son budget, contenu. c'est pas le sujet. Le budget, c'est le sujet, parce que c'est toujours un sujet, mais ça aussi, je pense que c'est le budget, en fait, il se joue pas entre le chef de projet et le chef de projet agence et le chef de projet marque. Il va se jouer un peu plus haut au niveau de direction DSI, CTO et au niveau de direction Ogilvy One à l'époque, c'est comme ça que ça s'appelait, c'est-à-dire le boss des 200 personnes qui délivrent du digital. Après, t'as des tu vas négocier, mais ça fait partie du jeu. Et d'ailleurs, ça fait partie des trucs que j'ai amené, c'est que on a des délais toujours qui sont très serrés. On a un client qui est incapable de se projeter sur des wireframes. Lui, il valide. Toi, en tant que tech, t'as envie de ça. Et moi, je pense que c'est quelque chose qui est en train de changer là. Mais pendant des années, en fait, je voulais des projets qui soient spécifiés, qui soient figés, et j'en avais marre des projets qui changent tout le temps. Et pourtant, les projets que tu menais, c'était forfaitisé au départ. Ça, c'est un peu la blague. C'est-à-dire que oui, effectivement, ton projet il est forfaitisé. T'as une enveloppe qui est justement négociée entre le CTO, enfin, il y a un budget. Il y a un budget. Et on dit toujours, il y a un triangle, le sacro-saint triangle de qualité, coût, délai. Vuitton, tu sacrifies rarement la qualité. Vuitton, tu sacrifies rarement le délai. Et Vuitton, tu sacrifies rarement les coûts. Donc il y a plein de choses à dire là-dessus. C'est-à-dire que sur la partie forfaitisée, donc en particulier avec ces clients-là, moi ce que je constate, c'est qu'à chaque fois on est étranglé à la fin parce qu'on charrette. Donc ça fait partie un peu du folklore des agences de charretter, mais au bout d'un moment il y en a marre parce que tout le monde est fatigué et tout le monde a envie de faire autre chose, quand bien même il soit ultra passionné et quand bien même ce qu'on fait est vraiment cool, quoi. C'est-à-dire que c'est il y a beaucoup de créa, il y a beaucoup d'animation, il y a beaucoup d'interactivité, c'est vraiment sympa. Ça peut être très contestable sur la partie ROI, mais voilà. Donc du coup tu fais ça et moi je vois en fait à chaque fois le client il est pas capable de se projeter sur la partie UX, il se projette un petit peu sur les PSD parce que à l'époque c'est du Photoshop pour délivrer les maquettes, mais surtout il se projette une fois que il est capable de manipuler ce qu'on a développé pour lui. Donc du coup moi je propose de dire en fait plutôt que de dire la période de recette c'est une période de recette et on corrige, moi j'aimerais qu'on puisse négocier une enveloppe budgétaire qui me permet de sécuriser des ressources, qui me permet donc de sécuriser du planning, qui me permet de sécuriser ce temps qui va être précieux de peut-être 15 jours de retour, où là, vous allez pouvoir faire du retour et vous allez pouvoir demander des demandes d'évolution. Quand j'arrive, il n'y a pas ça. Chez Ogilvy ? Chez Ogilvy. Ensuite, quand tu arrives, il n'y a pas d'enveloppe prévue pour la partie recette ? Si, il y a une enveloppe qui est prévue pour la partie recette, mais quand tu fais un budget... Mais pas pour la partie correction. Ouais, pour la partie évolution. C'est-à-dire que et la transition est super bonne. C'est que du coup, tu dans un projet au forfait, en fait, tu fais une estimation budgétaire. Alors que, à nouveau, moi, je rêverais en fait d'avoir un devis, de dire, il y a 20 fonctionnalités et les 20 fonctionnalités, elles sont spécifiées et c'est ça que je vais vous développer.
Et si vous voulez changer par la suite, il n'y a pas de problème, on renégocie un budget, on renégocie du temps. Mais dans ces environnements-là, c'est pas possible. Parce qu'à nouveau, tu délivres, et derrière, tu as une campagne marketing, et il faut que ça soit disponible à l'utilisation. Et ça nourrit aussi cette frustration de dire on est dans un changement qui est permanent, qui à l'époque moi me convient pas. Donc du coup on fait ce forfait-là, on fait une estimation budgétaire, mais en fait ton devis il peut être fait que une fois que tu as fait des créas, une fois que tu as fait des spécifications fonctionnelles et une fois que tu as fait des spécifications techniques. On est en 2007-2008 et déjà début des années 2000, milieu des années 2000, j'avais vu chez un bouquin qui traînait chez Digital qui s'appelait Extreme Programming. Je me disais mais c'est quoi ce truc? J'ai même pas regardé. Alors c'est-à-dire que déjà à ce moment-là, il y avait des gens qui réfléchissaient à comment on peut délivrer vite de manière itérative. Si je me trompe pas, parce que j'ai toujours pas lu le bouquin. Mais pour moi, Extreme Programming fait partie de ces environnements agiles. Donc du coup, t'es au forfait, t'essaies de faire au forfait, mais sauf que ça peut pas fonctionner. Donc c'est-à-dire que tu vas devoir estimer et tu vas dire, bah par exemple pour 100, et ben je sais que grosso modo, en général, mon montant de retour, ça va être 10-15%. C'est-à-dire que quand tu vas aller aux achats et que tu vas discuter avec les achats, avec les budgets de contrôleurs ou avec les cost killers, ils vont te dire, bah ce qui se pratique de manière un peu standardisée, c'est que vous prévoyez 10-15% qui vont permettre de traiter les retours. Mais à nouveau, ça peut-être que ça correspond dans certains cas, dans des petits budgets qui ont peut-être pas des gros enjeux, mais sur des budgets plus importants et récurrents, ça fonctionne pas. C'est-à-dire que moi, je montais plus à 30% ou à 40%, on disait, OK, je vais réduire la phase de développement et je vais vous permettre de voir relativement tôt et d'anticiper ce temps de retour. Et ça, du coup, ça me permet de faire la transition, parce qu'on en parlait un petit peu juste avant là, sur donc ce fameux post que je voyais sur LinkedIn au mois de mars où il y avait un contributeur qui disait mais les estimations vraiment est-ce qu'on peut encore fonctionner avec des estimations aujourd'hui et est-ce que c'est valable et lui son propos de dire c'est que ça ne l'est pas quoi. J'ai eu un client comme ça. J'ai un client, on va faire une présentation pour faire évoluer son monolithique vers un système découplé. On discute méthodologie brièvement et le CTO en face me dit et c'est récent, ça a peut-être 3 ans, il me dit on va tout faire en agile. Donc nous on sort les grilles agiles. On fait un MVP, on fait des tranches basses, des tranches hautes. Donc un forfait agile. Non. Là, on fait pas un forfait agile. Là, c'est-à-dire que on sort nos outils agiles parce qu'on a des grilles agiles qui nous permettent, sur la base d'un listing de fonctionnalités, avec des tranches basses et des tranches hautes, de dire, grosso modo, et donc un système de points, hein, et avec un point qui a une valeur, de dire, grosso modo, l'équipe qu'il va nous falloir, c'est ça. C'est-à-dire qu'on dit, sur un projet de cette complexité, pour 100% du temps d'un développeur, on va avoir besoin de tant de temps de commercial, tant de temps de directeur de projet, de chef de projet, de PM, de créa, du X, etc. On fait ça de manière empirique par rapport au... T'as tes ABAC projets classiques. On a les ABAC projets classiques, exactement. Et on dit, nous, pour réaliser votre projet, il faut une équipe de tant de personnes, et avec les taux journaliers moyens qui sont pratiqués à l'agence, par mois, ça va vous coûter tant. Donc on est hyper content, on a mis du cœur. Du coup, là, en agile, avec vos grilles agiles, oui. L'idée c'est de facturer au point de vélo. Vous mettez d'accord sur un sprint 0, un sprint 1. Exactement. Il y a 100, vous dites, allez, sprint 0 ça va être 100 points. On regarde en 2-3 sprints combien on fait. Exactement. Et ensuite, à chaque sprint, vous facturez, on a fait 112 points, on a fait 91 points. Non, on facture quoi qu'il arrive. Et justement, t'as toutes les discussions avec les clients de comment dire, de pourquoi t'as pas atteint ta vélocité. Et ça. Tu factures 100 points. Si t'as fait 110 points, tu factures 100. T'as fait 90, tu factures 100. Exactement. Donc ça, c'est compliqué dans l'esprit d'un commercial d'aller vendre ça avec son client, mais c'est pour ça que la relation avec ton client, elle est hyper importante. Et c'est pour ça que là, il faut que tu sois dans une relation où ton client, il est intégré à ton équipe. C'est-à-dire qu'il vient, il participe à tes rétros, et évidemment, il participe aux démos, mais ça veut dire que t'as un PO, senior PO, qui est capable de discuter en permanence avec le client pour lui expliquer pourquoi ça fonctionne et pourquoi ça fonctionne pas. Parce que la démarche de dire à un client, je payerai plus quand tu délivres plus et je paye moins quand tu délivres moins, elle est plus acceptable en fait. Alors, intuitivement. Parce que ta remarque me fait penser qu'il y a des contrats agiles et que c'est vraiment canon.
Non, en fait, on n'en est même pas arrivé là. C'est-à-dire que donc on va présenter ça au CEO de cette marque. Et le CEO nous dit mais en fait moi je veux pas un engagement moyen parce que nous on dit par mois voilà ça va vous coûter tant en termes d'équipe, c'est ça qu'on estime être le bon dimensionnement pour que on puisse vous délivrer votre projet plus ou moins en temps et en heure. Donc j'ai un CTO qui me dit on fait de l'agile et finalement j'ai un CEO qui me dit non mais moi je veux tout faire au forfait. Donc nous on se déconfie un peu parce que ça veut dire moi je me déconfie pas devant les équipes. J'ai mon consultant qui est saoulé quand même, mais ça on ne monte pas au reste de l'équipe. Mais en fait, nous, on a investi un temps de dingue. Donc, non seulement ça te coûte de l'argent parce que pendant ce temps-là, tu factures pas, mais c'est pas très agréable de mettre tout ton boulot, tout le boulot que tu as fait, tout l'investissement que tu as fait d'un point de vue personnel, balayé d'un revers de main. Et la conclusion de ça, et c'est ça qui est pour moi qui est intéressant, c'est que je pense qu'il y a différents univers. C'est-à-dire que quand tu es dans une agence ou quand tu es dans une SS2I, t'as un client en face qui gère son budget. Et il a besoin de se projeter dans qu'est-ce que je vais avoir. On parle pas de 20 000 euros ou de 30 000 euros là. On parle de budget qui, à mon sens, de mon expérience, de plusieurs centaines de milliers d'euros, qui pour moi sont des budgets conséquents. Et ça veut dire que le mec ou la nana en face, lui, il va engager un budget. Comme je le disais tout à l'heure, il va engager une partie de ses objectifs et de sa gestion de carrière. Donc il a besoin de savoir combien il va dépenser et il a besoin de savoir ce qu'il a en contrepartie. Donc ce qui se pratique assez généralement, et ça je le vois en discutant au travers de mon réseau, c'est que tu peux faire une espèce d'hybride. C'est-à-dire que tu vas piloter ton projet au forfait, mais tu vas utiliser les différentes cérémonies agiles qui correspondent à ton environnement de travail, type des sprints, des démos, des rétros, des stand-up, pour faire en sorte que tu puisses délivrer de manière relativement fréquente à ton client, parce qu'on sait très bien qu'un client, et c'est ce que je disais quand je bossais pour Vuitton, c'est qu'on sait très bien qu'un client, il se lève un matin, il dit il me faut ça, j'ai une idée, il me faut ça. Et on sait très bien un client aussi qu'il a quelqu'un au-dessus qui va dire au fait, j'ai une super idée et il faut que ça soit implémenté là maintenant. Donc du coup c'est aussi le boulot de l'agence et de la partie conseil de pas tout accepter. Mais mais quand t'as un budget, alors du coup, j'ai fait un peu de forfait dans une vie antérieure. T'en fais pas du tout là? Non, c'est que c'est pas simple. Et du coup, quand t'es au forfait, t'as proposé un budget, le client a engagé un budget. La théorie veut que on s'est engagé sur un budget, sur un attendu. Tu changes pas d'avis. Non, mais je pense qu'il y a un énorme non-dit là-dessus, à l'intérieur même des agences. La relation avec un client, la plupart du temps, c'est extrêmement rare, elle commence par une compète. Et le budget est un élément essentiel de la compétition. C'est-à-dire que tu vas présenter une stratégie, tu vas présenter des créas, tu vas présenter des stacks techniques, tu vas présenter ta manière de gérer la qualité, tu vas présenter ton planning, tu vas présenter des membres de l'équipe, mais tu vas surtout présenter un budget. Et le client, il a un budget, il se fixe un budget. Et je l'ai lu encore récemment. Ouais, le commercial, il m'a demandé de faire une estimation. Moi, j'en sais rien. Le périmètre, je le connais pas. Donc, j'ai fait des trucs au doigt mouillé. Et puis, je l'ai lu, hein. Je l'ai lu le mois dernier. Avant d'aller rendre mon budget, j'ai bu une bouteille de whisky et j'ai prié en espérant que ça passe. La vérité, c'est qu'en tant que tech, c'est passé. Non, mais ça passe. Et bien sûr que ça passe. Mais la vérité, c'est qu'en tant que tech, toi, t'as pas envie de voir ça. Mais en fait, la solution, elle est hyper simple. C'est que tu vas discuter avec ton commercial et que ton commercial, il doit discuter avec le client en disant, OK, nous, voilà le périmètre sur lequel on s'engage. On vous fait une estimation. Derrière, on va appliquer une gestion de risque. Donc, on dit, par exemple, je sais pas moi, vous nous mettez un partenaire dans les pattes, vous venez de créer votre équipe, vous nous engagez sur une techno qui est dépendante d'un prestataire tiers. Il y a plein de risques qui peuvent survenir dans un problème. Donc tu commences à les identifier et surtout tu accompagnes ton commercial chez le client pour aller expliquer au client. Les clients, ils sont comme toi, ils sont comme moi. Hein. C'est-à-dire que pareil, eux, ils ont leurs enjeux de carrière, leurs enjeux de budget. Ils ont leur vie privée à gérer.
Et ils stressent comme tout le monde. Et eux, ils ont juste besoin d'être rassurés et d'avoir les bonnes conditions pour dire à leur boss, ok, j'ai besoin de débloquer ce budget pour faire ça. Et l'agence, le SN, la boîte de conseil, etc., m'alerte que on va rencontrer ça, ça et ça comme problème. Et d'ailleurs, moi, si je me mettais à la place d'un client, je préférais d'ailleurs avoir un prestat qui me dise dès le début, bah écoutez, oui, ça c'est possible, non, ça c'est pas possible, plutôt qu'un quelqu'un qui vient de me dire oui, il y a pas de problème, vous faire votre truc en temps et en heure. Donc la cohésion en fait avec ton commercial, elle est super importante. Voilà. J'ai une petite question par rapport à la qualité aussi. Parce que c'est toujours une posture compliquée quand il y a un forfait qui est signé, il y a un enjeu de rentabilité pour la société de service le cabinet, l'agence qui fait le forfait. Fatalement, plus elle délivre un truc qui fonctionne et qui visuellement correspond, mais qui est peut-être pas sur les règles de l'art, de la qualité, des bonnes pratiques de code, de la maintenabilité, enfin une vision un peu long-termiste de ce qui est livré, qui coûte de l'argent. Est-ce qu'on sacrifie pas un peu la qualité des fois sur certains projets? Tu l'abordes en fait dans la question, c'est qu'il y a différentes typologies de projets. Je dirais même qu'il y a différentes sous-typologies de projets, qu'on n'apporte pas de la même manière un one-shot qu'un projet long-termiste. On n'aborde pas de la même façon un petit budget qu'un gros budget. Sur la partie forfait, et ça c'est pas toujours, c'était pas facile à comprendre pour moi à une époque, et c'était pas toujours facile de le faire comprendre à l'équipe quand j'étais manager. C'est qu'il y a des sujets sur lesquels tu fais du quick and dirty. Il faut que ça sorte. T'as besoin de dépanner quelque chose. On l'a fait pour pendant la crise du Covid dans ma précédente boîte qui était Insight, dans laquelle j'étais CTO. Crise du Covid arrive. C'est le branle-bas de combat parce que il faut continuer de délivrer. Il faut se mettre en ordre de travail en télétravail. On a super bien pris le tournant, et d'autant plus qu'à la tech, on était déjà habitué à travailler à distance parce que j'avais des équipes à Paris, j'avais des équipes à Lyon et j'avais des équipes à Tournon-sur-Rhône du côté de Valence. Donc on est habitué à travailler en télétravail, mais le reste de l'agence, il y a encore un petit step à prendre. Donc on s'y met bien, on s'accorde là-dessus, ça fonctionne bien, mais il nous faut un site simple, parce qu'on a envie de développer des nouvelles offres pour accompagner nos clients et pour aller chercher d'autres clients. On est en situation de crise, c'est-à-dire que tout le monde se l'est pris de plein fouet. Il y a quand même eu 6 ou 7 mois où on était un peu dans l'inconnu. Il y a des budgets qui sont coupés et il y a quand même des salaires à tenir. Il faut que les gens bouffent. Donc on a pris une solution low code, no code, je sais plus exactement comment ça s'appelait, mais on sort 4-5 pages web dans un temps record. Et non seulement c'est pas les équipes tech qui le font, c'est un UX UI qui le fait. Donc voilà, t'as une solution qui est adaptée à un moment donné. Après, si je reprends l'exemple de cette fameuse boîte tout à l'heure sur laquelle on discutait sur forfait versus agile et les modes hybrides, c'est quoi tes enjeux, c'est quoi tes objectifs, comment tes clients te les fixent, comment tu les aménages avec eux, et où est-ce que tu mets la balance. Mais typiquement, en agilité, alors ça, on peut débattre là-dessus. Est-ce que tu gères ta dette technique, c'est-à-dire est-ce que tu fais 0 dette technique, c'est-à-dire qu'à chaque fin de sprint, tu prends du temps pour refactorer, ou est-ce que tous les 2 ou 3 sprints, tu prends du temps pour refactorer? Et ça, c'est le rôle d'un CTO, d'aller chez le client et de dire, ok, d'ailleurs, on peut déjà se mettre d'accord là en phase d'avant-vente ou de signature que moi, je peux m'engager sur un certain niveau de qualité qui va être servi par, je sais pas moi, du CI, du CD, de la contrôle de qualité de code, des tests unitaires, des tests fonctionnels, tout ce que vous voulez. Mais surtout, à un moment donné, sur un rythme qu'on fixera ensemble, j'ai besoin que mes équipes débranchent de l'intégration de nouvelles fonctionnalités et qu'ils puissent refactorer pour que par la suite, on puisse garder un bon niveau de maintenabilité et un bon niveau de vélocité sur ce qu'on produit. Et c'est d'ailleurs, je suis pas un agiliste confirmé. J'ai passé une certification Scrum il y a quelques années, mais je manque de pratique. Mais il y a un truc que je retiens de manière fondamentale, c'est qu'il y a un esprit agile, et que l'esprit agile, il est hyper important dans on essaie de donner un cadre, et ce cadre, il faut l'adapter. Et c'est hyper important en fait que l'équipe se l'approprie pour l'adapter.
je sais plus avec qui je discutais d'agilité récemment, il me dit ouais non mais moi les stand-up ça me saoule, 9h30, mais en fait il y avait jamais personne qui t'a dit qu'il fallait faire des daily meetings à 9h30. À nouveau, le client forfait hybride, je crois qu'il devait faire ça à 14h ou quelque chose comme ça. Si ça correspond plus à ton équipe, tu fais ça. Et peut-être que dans certains cas, et là je parle de mon expérience en agence, j'ai pas expérimenté encore en profondeur l'agilité dans une boîte qui fait uniquement du produit. Pour moi, c'est tout récent, mais si t'as pas besoin de stand-up meeting, t'as pas besoin de stand-up meeting. Et puis tu passes à autre chose, quoi. Donc en fait, il y a la gestion de la qualité. Donc je l'ai abordé vite fait. Il y a des outils, il y a des méthodes, mais ça dépend des occasions, ça dépend des équipes et surtout, moi j'ai une expérience dans lesquelles ça se discute avec les clients. C'est quoi le curseur de qualité que vous voulez et où est-ce que vous avez placer cet objectif de qualité. Qu'est-ce qui est core business dans votre application? Qu'est-ce qui va nécessiter du test unitaire et utilitaire aussi? Mais ça a pas de sens de faire une couverture qui est à 100%. Je pense que c'est immaintenable d'ailleurs, mais c'est des choses qui se discutent ensemble, quoi. Et puis après, moi j'ai un petit leitmotiv je crois dans les standards et d'ailleurs pas que dans les standards du web, c'est-à-dire que deux prises électriques connectées qui fonctionnent pas de la même manière, ça m'énerve, mais je pense qu'il y a des standards du web et qu'il faut les utiliser et ils sont là pour ça. Voilà, tout simplement. Ok, donc la qualité, ça arrive à se discuter en amont. Oui. Et c'est fondamental. Oui, et il faut pas être alors c'est fondamental, ça dépend du type de projet, mais il faut pas être ça c'est marrant quand on avait ces fameuses discussions, les standards arrivent, il y a un mot qui surgit qui sont les ayatollahs du web. Il faut pas être extrémiste. Et je pense c'est toujours j'aime bien ce mot en anglais qui est le trade-off. C'est je sais pas si c'est la traduction, mais c'est qu'est-ce que ça va te coûter d'un côté, qu'est-ce que ça va t'apporter de l'autre. La contrepartie. Ouais, la contrepartie. Qu'est-ce qui fait que voilà, tu prends ce choix là et en fait, et ça me fait du bien de dire ça aujourd'hui. En fait, finalement, il y a pas de mauvais choix. Il y a des choix qui doivent être faits en conscience et il y a des choix qui doivent être en tant que CTO, en tant que manager, en tant que directeur. Voire même tout simplement en tant que dev, parce que quand je faisais du dev, je prenais des choix et je faisais des choix et je prenais des décisions. Et si j'avais un doute, en fait, j'allais voir les collègues et je disais Laurent Leborgne, si tu m'écoutes. Salut Laurent, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce qu'on fait? T'en penses quoi? Moi je ferais bien ça. Ouais, non, moi je ferais différemment et tout, je pense qu'il faudrait faire comme ça. Ah ouais, pourquoi? Et tu discutes. Et finalement, il y a pas de bien sûr qu'il peut y avoir des gros mauvais choix, bien sûr, mais en général, de toute façon, si t'es fait pour travailler tout seul et que t'as pas envie de discuter avec les gens, je sais pas dans quel type tu dois travailler tout seul, je sais pas trop où, mais moi c'était pas en allant bosser dans des entreprises, donc dans des endroits où on met en commun les forces vives et les capacités des gens, tu vas discuter avec des gens, donc tu fais des choix en conséquence, qui fait que et impliquer le client est super important. Mais du coup, le jour où ça foire, où tu t'es planté, tu peux dire ok, pas de problème, je me suis trompé. On en avait quand même discuté, donc maintenant qu'est-ce qu'on fait? On rumine sur le passé ou on essaie de trouver la solution qui fonctionne bien par la suite, quoi. Voilà, donc je pense qu'il y a des questions de contexte, questions de rencontre évidemment, des questions de travail collaboratif et des questions de qu'est-ce que tu mets dans la balance et qu'est-ce que tu vas sacrifier sur l'autel de la qualité. Ça aussi c'est un peu, moi les communautés desquelles je viens, la qualité était vraiment, pour moi était devenue quelque chose de peut-être d'oppressant ou de trop important. Il y a quelqu'un un jour qui m'a dit, on était c'était la veille des conférences Paris Web, il y a un dîner avec tous les orateurs qui viennent aux conférences, donc c'est super, il y a des grandes tablées, hyper cool. Puis moi je dis quand même, des fois j'aime bien quand c'est le bordel. Et là je vois une tête à ma gauche qui sort, qui fait non mais toi t'aimes bien quand c'est le bordel. Et tu vois, je me suis dit, j'ai mis des années à le digérer. Et un jour je me suis dit en fait je pense que j'aime bien un petit côté bordel,
parce que ça même si je suis j'aime beaucoup les méthodologies, j'ai toujours essayé d'être hyper carré, hyper en contrôle. Bordel égale un peu feu aussi. T'aimes bien le... Ouais, et puis sinon, je pense que ça serait chiant, quoi. Je pense qu'on s'enquiquinerait, on s'emmerderait si tout le temps était tout hyper carré, tout machin, tout hyper truc. Je pense qu'il y a je parle pas de chaos, hein. Mais un peu d'imprévu. Ouais, de l'imprévu. Voilà, de l'imprévu. Et à nouveau, moi dans mon passé d'agence, il y avait beaucoup d'imprévus tout le temps et ça changeait beaucoup tout le temps. Les environnements agiles sont une manière de répondre à ça, mais je pense qu'il y a aussi, il faut accepter le changement. Et je me demande même s'il y a un état d'esprit qui existe de dire en fait tout change en permanence et ça doit pas être un stress. Parce que tu es capable de discuter avec les gens, parce que tu es capable d'évoquer tes problématiques. Un client, je pense qu'il peut comprendre les problématiques. Hein. Je parle beaucoup du client, je me rends compte. Ouais, je pense que le client est super important. Client est roi. Il y a autre chose que tu m'avais dit quand on avait échangé avant d'enregistrer. Tu m'avais dit, dans mon vécu en agence, ça peut être la rencontre, c'est souvent la rencontre entre des techos et des créas et ça peut donner plusieurs choses différentes. Ouais, je me souviens qu'on avait discuté je garde un souvenir de dingue c'est Nike, il me semble, qui sont les premiers à faire du parallaxe. Donc ils sortent ça, je sais plus, 2010 et on en a vu partout pendant des années à toutes les sauces. Mais donc tu arrives sur cette page web et tu as des éléments qui bougent dans la page de manière désynchronisée, on va dire, et de manière parallaxe. Parallaxe, je sais pas si pour les vieux autour de la table, si vous avez joué sur Atari et sur Amiga, vous avez différents plans qui bougent de plus ou moins lentement. Donc là on scrolle avec la souris, on va vers le bas et on a plein d'animations dans la page. Et pourquoi ça m'a marqué? Parce que et ça, je pense que c'est en France, il y a deux choses. Il y a une ségrégation de la créa et des techs. Et pour être allé dans des conférences en Angleterre, j'ai oublié le nom, je sais pas si ça existe encore, mais où je me retrouve à discuter dehors avec des gars, puis les mecs parlent tech, ils parlent front, ils parlent JavaScript, ils parlent créa, ils parlent lui, et puis je les regarde et je leur dis mais en fait, vous êtes en train de me dire que vous êtes créa et que vous codez en même temps, et ils me regardent tous genre. Bah ouais, bien sûr, pas toi. Bah non, en France, t'as cette séparation créa et tech qui est très très forte. Et en général, les techs comprennent tout ce qui se passe, que je disais tout à l'heure. C'est que le tech, il comprend la stratégie parce qu'il va devoir la transformer en code. C'est raccourci, mais en gros, il y a différentes étapes projet, mais en gros, c'est ce qui se passe quand même. C'est-à-dire, ok, la stratégie, c'est ça. L'utilisateur, il va utiliser ça. Ok, il faut que je code ça comme ça pour que ça soit utilisable pour mes futurs utilisateurs. Et donc la réciproque est pas vraie. C'est-à-dire que moi, combien de fois, et pourtant j'ai quand même bossé dans un agence créa, je suis pas créatif, mais pendant des années, si j'ai quand même fait beaucoup de Photoshop, j'ai fait beaucoup de flyers, j'ai fait beaucoup de pochettes de CD. Enfin, j'avais ce petit côté-là où voilà, j'ai fait des interfaces de sites web. J'en ai fait plein, j'en fais plus du tout aujourd'hui, mais j'avais cette double compétence dans une moindre mesure, mais ce que je veux dire, c'est que j'étais capable de discuter avec tout le monde. Et la réciproque était pas vraie. C'est-à-dire que les gens nous regardaient toujours, ah ouais, vous êtes des geeks, parce qu'à l'époque on disait geek, on savait pas trop ce que c'était, hein. Geek aujourd'hui is the new chic, mais à l'époque c'était pas du tout ça. Il y avait pas de série sur les geeks, c'était, ah ouais, les gars ils codent là, ils font des lignes de code, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire avec leurs t-shirts là, c'est bizarre, il y en a qui sont barbus. Enfin, tu vois, la réciproque était pas vraie du tout. Et c'est vrai que pour en revenir à Nike, je vois ce truc débarquer là, je me dis, non, mais ça, en fait, il y a un créa et un tech, là. Le créa, tu sais, c'est le 80-20, quoi. Le créa, il a 20% de tech. Le tech, il a 20% de créa. Et les mecs nous ont sorti un truc qui est complètement disruptif, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont tordu le navigateur. Quand j'ai vu ça, je commençais à regarder le code, je comprenais rien. Comment les mecs, ils ont pu faire ça? Tu scrolles avec ta souris, les objets, ils bougent en parallaxe et tout, machin, des effets de flou. En plus, c'est compatible sur Firefox. Marche sur Chrome, mon IE, c'est un peu dégradé, mais ça marche, quoi. Et tu vois, ça,
autant je l'ai vécu en partie dans les agences, mais peut-être pas autant que j'aurais voulu le vivre. Et je me souviens de discussions avec des créas chez Ogilvy, hein. Là je vais pas faire de name dropping, hein, mais c'était rare les mecs qui me disaient bon ok Adrien, j'ai vu ça et tout machin, j'ai l'impression que comment ça fonctionne. Tu peux m'expliquer comment ça fonctionne s'il te plaît, parce que je pense que c'est ça qui fait la différence entre l'art et le design. Je vous apprends rien, c'est que l'art tu laisses libre recours à ton imagination. Peut-être que tu t'affranchis du support, mais le design, il y a vraiment ce côté où tu vas exploiter et tu vas contourner ton support. C'est-à-dire que tu vas comprendre ton support pour le magnifier et en faire quelque chose où tu te dis waouh, non seulement c'est super beau, mais en plus c'est super utilisable, c'est super design. Et c'est vrai que ça m'a souvent manqué, quoi, ce côté-là, de rencontrer des créas qui voulaient en savoir plus. J'ai plus rencontré des créas, surtout dans des grosses boîtes de pub où les mecs disent ah ouais non, je vais rester poli, mais vous avez compris, quoi. Je veux pas en entendre parler. Bah, tu veux pas en entendre parler. Bah. Ça va être difficile de bosser ensemble, quoi. Voilà. Donc là aujourd'hui, c'est un monde que tu quittes et une toute nouvelle aventure. Ouais, une toute nouvelle aventure qui se fait par hasard. J'ai peu parlé de ma dernière expérience qui est InSign. InSign, je vais en parler brièvement. Suite à mon départ d'Ogilvy, dans lequel j'avais évolué comme chef de projet technique, puis comme head of tech. Donc j'ai découvert le management. C'est un domaine que j'aime beaucoup. Motiver les gens et les faire collaborer sur des projets, je trouve ça vraiment chouette, parce que ça permet de faire des choses qu'on n'est pas forcément en mesure de faire soi-même. Pas de possibilité d'évolution chez Ogilvy, et puis à l'époque je suis dans un gros groupe, c'est WPP, et puis je regardais beaucoup ce que faisaient les plus petites agences, sur quoi ils communiquent, c'est quoi leur projet, qu'est-ce qu'ils utilisent comme techno, qu'est-ce qu'ils utilisent comme méthodologie, et je trouve un poste de CTO chez InSign. Donc voilà, je fais marcher mon réseau, je vois que j'ai une ancienne copine avec laquelle je suis en bon terme, qui fait passer mon CV sur la pile. Je sais qu'il y a du monde qui est motivé pour rentrer, et puis je passe plusieurs entretiens, 3-4 entretiens, je rencontre toute la direction, et puis il me faut une proposition, quoi. Donc je suis hyper excité, hyper content. Je sais qu'il y a un gros challenge qui m'attend, c'est-à-dire que je quitte Ogilvy, j'ai plutôt accompagné j'avais pris une équipe de 10 personnes, j'accompagne 10 personnes sur la sortie. Là j'arrive, il y a 35 personnes. Et il y a 25 personnes. Et très rapidement, il y a un rachat qui se fait, et je prends 15 personnes en plus. Donc, c'est-à-dire que je prends 40 personnes à gérer sur du mobile, sur du front, sur du back, répartis sur différents sites et avec des cultures qui sont différentes. C'est-à-dire que quand j'arrive, j'ai un mec à Paris qui est responsable du mobile, qui arrive pas à parler avec en gros le gars qui s'occupe de l'infra à Tournon, quoi, parce que t'as à la fois un complexe de la province vis-à-vis de Paris et un sentiment de supériorité de Paris vis-à-vis de la province, sauf qu'en fait ça n'existe pas, c'est juste une vision de l'esprit qui peuvent avoir l'un et l'autre. Donc il y a des gros enjeux de les gars, comment vous allez discuter et comment vous allez fonctionner ensemble, sachant que au-delà de ces spécialités-là, t'as de la gestion de contenu et t'as du e-commerce, et que moi je découvre un environnement, il faut amener de la stratégie, il faut amener de l'innovation, il faut réorganiser les équipes, parce que je me retrouve finalement face à 4 leads qui sont des chefs de projet techniques, et très vite je me rends compte que non, il y en a un qui est DevOps, il y en a un qui est responsable technique, head of tech, qui en a un, donc sur la partie mobile, sur la partie front j'ai aussi un responsable technique front, et en plus un niveau technique quand je suis arrivé chez InSign, en venant d'une boîte de pub, il fallait faire bonne figure, et les mecs bossaient bien, des super outils, vraiment super équipe organisée, et très très fort en Drupal, très très fort en front, très bon en mobile. Sur la partie infra, il a fallu du temps, des formations, etc. Mais voilà, donc on fait du e-commerce, on fait du CMS, on rachète une boîte du e-commerce, je me prends des gens en plus, donc il y a beaucoup d'enjeux. J'ai eu beaucoup de difficultés à tomber une roadmap, parce qu'il fallait adresser à la fois
il y a une petite direction d'innovation, il faut adresser le newbies, le directeur général qui a des besoins qui sont différents, le CMO qui a des besoins différents, le président de temps en temps qui fait un petit clin d'œil en disant en fait j'aimerais bien faire ça. Donc ça a été un gros step up de arriver à poser ça. Je pensais que ce serait plus simple, c'est-à-dire que je pensais que la motivation serait suffisante en fait, documentation, c'est-à-dire beaucoup se documenter, beaucoup lire, discuter, écouter les équipes. Je pensais que ça serait suffisant et en fait c'était pas suffisant. J'ai appris énormément de choses là-bas. Qu'est-ce qui manquait? Qu'est-ce qui manquait? Je pense plus d'adhésion au projet, pour être complètement honnête et complètement transparent. Peut-être que par moment, pour moi, c'était difficile en fait d'être, si tu veux, globalement, surtout à Paris, la direction était sur des bureaux flex dans un open space et les devs étaient dans leur open space un petit peu à l'écart avec tout leur matos pour développer les doubles écrans, etc. J'ai toujours eu un peu de mal à trouver ma place entre cette partie direction où les gens sont regroupés et mes devs, parce que moi j'avais déjà vécu ça dans une expérience précédente en fait, d'avoir ma direction qui est au fin fond d'un couloir et pour moi c'était pas possible. Moi j'ai besoin d'être auprès des mecs, j'ai besoin de sentir, j'ai besoin de voir si Laura ça va pas, si Nicolas il va bien, d'aller prendre un café, et à défaut de pas être à Lyon ou à Tournon, d'avoir des relais managériaux qui eux aussi vont voir ce qui se passe. Pour moi c'est super important d'être la proximité. Ouais, de la proximité. Néanmoins, comment dire, avec le Covid, avec le télétravail, etc. Je pense qu'il doit y avoir des outils qui permettent de fonctionner différemment. Mais je pense que le paradigme de management est complètement différent. Moi, à ce moment-là, j'avais besoin de. Et tu pouvais pas déplacer ton bureau? Si, mais alors, mais. Je pense que peut-être que j'ai loupé un switch, mais moi j'aimais bien aussi avoir. Donc j'étais beaucoup en réunion, beaucoup en déplacement, ouais. Et quand j'étais à Paris, en fait, j'aimais bien être sur mon 24 pouces, mon petit Lenovo qui tourne bien, et avoir quand même un moment où je peux respirer, où je suis chez moi et j'ai mon petit environnement. C'est-à-dire que genre discutais avec un pote la semaine dernière, moi j'aime pas les bureaux flex et j'aime arriver au taf et si je peux être dans un endroit d'avoir, je sais pas, mes petites figurines, ma souris Razor, mon petit clavier que j'aime bien, mon tapis de souris, ma chaise. Ouais, exactement. Ouais, moi j'ai toujours connu ça, surtout dans les agences. Quand tu viens d'agences de créa, tout le monde a son petit environnement et pour moi c'est super important. Donc ouais, j'ai mis du temps à poser cette roadmap. Pour moi, c'était un gros step et c'est vrai qu'il y avait une énorme difficulté à adresser du projet à 20 000 balles, comme il faut adresser du projet à plusieurs centaines de milliers d'euros sur voilà, il faut faire du WordPress, mais en fait on est fort en Drupal, mais en fait il faut faire du découplé, mais en fait il faut faire du monolithique, mais en fait on est on-premise, mais en fait regardez, le client il bosse avec AWS, mais dans cet appel d'offre là, le client il bosse avec Azure. Enfin tu vois, là, le sujet, c'est beaucoup de projets, du multi-projet. Ouais, du multi-projet, ouais. Avec ouais. Beaucoup de typologies de clients différentes, quoi. Ouais. Et tu vois, c'est ce que je te disais là en 5 minutes avant l'émission, c'est que j'avais toujours, j'avais un petit complexe vis-à-vis des CTO que je voyais. Tu vois beaucoup plus de CTO de start-up et de boîtes produits qui ont déjà scale-up, qui sont peut-être à 80, 150 personnes qui parlent de leurs produits en permanence en disant j'ai fait ça. Et je disais putain, les mecs vraiment c'est des tueurs et tout. J'aimerais trop être à sa place. Et puis en préparant l'émission, en discutant avec toi, en écoutant les autres podcasts, je me disais mais en fait mon parcours il est super intéressant aussi parce que ça a été dur et même par moments ça a été pénible. Parce que il faut adresser des milliards de trucs en permanence, donc c'est des milieux qui sont ultra exigeants, hein. C'est-à-dire que moi c'est ce que je dis, et donc là j'ai quitté InSign il y a 1 an et demi. J'étais super content de bosser là-bas. Globalement j'en garde un bon souvenir parce que j'ai appris énormément de choses en management, en coaching, en tech, en tenue de projet, en recrutement, en sourcing. J'ai fait des super choses là-bas. J'ai fait des choses qui étaient moi bien, et d'un commun accord je pars il y a un an et demi, parce que, et c'est ce que je dis souvent, c'est que bosser en agence,
c'est une course de fond façon sprint. C'est-à-dire que pendant 20 ans, j'ai bossé comme un acharné, quoi. C'est-à-dire que tu comptes pas les heures. T'es à fond. Enfin, c'est quoi les journées? Les journées, c'est la journée, c'est tu déposes tes enfants, il est 8h30, tu sautes dans le RERB, t'as ton téléphone à la main, tu dépiles les mails qui sont arrivés, t'as pas eu le temps de dépiler hier, tu dépiles les appels d'offres qui sont arrivés, tu tapes les transports, voilà. Et ça limite, c'est la journée normale, parce que t'as aussi les départs à lever à 6h15 pour être à Massy, pour aller choper le train, pour aller à Lyon, aller voir les projets, les clients et les équipes. Et tu t'arrêtes pas, quoi. Donc c'est café club à 9h15 en arrivant. Et tu voilà, atelier client, management, tu réponds aux équipes, tu essaies de te documenter un peu par-ci par-là, tu réponds aux exigences, tu contrôles tes budgets, tu contrôles ta masse salariale, tu contrôles tes recrutements, où est-ce que t'en es, tu fais les points, tu rends des comptes, t'es à fond, quoi. Tu vas discuter avec tes pairs, c'est-à-dire tu vas discuter avec le directeur de créa en disant ah voilà, j'ai entendu qu'il y avait ça, on me remonte ça, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce qu'on fait, comment on bouge les trucs, puis tu vas discuter avec le directeur de l'innovation, avec le DG, enfin t'es en contact. T'es en contact en permanence, t'es au directoire, voilà, tu présentes tes stratégies, tu mets à jour tes stratégies, t'es à donf. Enfin, ça c'est surtout pour les dernières années, parce que les années de dev et de gestion de projet, c'est à peu près le même type de journée, parce qu'il faut sortir les projets, quoi, et que ça t'apprend. Et qu'il y a le qualité coût délai qui traîne. Ouais, exactement. Ouais, exactement. Et puis que t'as un collègue collab qui est en arrêt maladie, ou qui part, je sais pas, en congé paternité, en congé maternité, qui a un empêchement, qui a un truc. Donc du coup, ça veut dire que tu dois gérer du planning en permanence. La gestion des plannings, du trafic, c'est complètement différent d'une boîte à une autre, et suivant les organisations. Et moi d'ailleurs, je crois très fortement alors je sais pas s'il y a des détails critiques, mais ouais, je pense que quelqu'un qui s'occupe du trafic, c'est-à-dire quelqu'un qui contrôle les budgets, qui a une vue sur les équipes, sur les ressources, qui a anticipé, c'est super important. Alors je sais pas si c'est trafic, si c'est opération, mais pour moi c'est super important. Donc c'est un rythme. J'ai pas vu mon fils aîné grandir, ou très peu. J'étais à cran, j'en avais marre, et du coup ouais, salut. Est-ce que tu as envie de continuer avec nous? Comment tu te projettes, etc. Ouais, non, je réfléchis. Bah, nous aussi, on réfléchit. Bon, bah, voilà, on a passé 3 ans et demi, 4 ans ensemble. C'était cool. Bah, et moi, je me dis, oh, super opportunité. Alors, pareil, je vais être honnête. Il y a quelques premiers mois où t'accuses le coup. Mais là, du coup, là, tu vois, par hasard, en me remettant à chercher du boulot il y a quelques mois, donc, j'ai postulé à droite à gauche, des grosses boîtes, des plus petites boîtes. Je me voyais pas trop en start-up parce que je pensais que j'avais pas trop le bagage technique, etc. Et je tombe en fait sur Mado XR qui cherche un CTO Unreal Engine. Et je me dis, mais c'est pas moi, quoi. Puis je vais sur le profil de Louis qui est fondateur, et je me dis, ah, bon, c'est pas pour moi. Puis il me renvoie un message, et puis rien. J'aimerais bien discuter avec vous. Je trouve votre parcours intéressant. Je me dis bon. Louis, je sais pas si t'écoutes, mais au premier abord, je me suis dit, bon, un créa qui voilà, peut-être qu'il cherche un tech Unreal Engine, et peut-être que c'est pas du tout moi, et pas du tout. Le mec me dit, j'ai vu votre parcours, vous avez travaillé à l'international, vous savez discuter avec les clients, vous savez discuter avec des créas, vous savez monter des équipes, vous savez recruter, et assez clairvoyant, parce que j'ai un peu plus de 40 ans, on a une dizaine d'années de différence, donc pour moi, le gars est jeune, mais pour une fois, je me dis, tiens, quelqu'un qui me contacte et qui est capable de lire entre les lignes de mon CV, et ça peut être intéressant. Donc je lui dis, au bout d'une demi-heure de visio, je dis bon, le mieux quand même, c'est qu'on se voit. Puis on se voit, et en fait le courant est super bien passé, quoi. Donc du coup, Mado XR, ils ont une partie studio on a une partie de studio de création. Alors ouais, qu'est-ce que 3D. Ça fait, Mado XR? Bah donc on a un concurrent aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est en mesure de monter des studios d'enregistrement avec des murs de LED qui sont capables de restituer des environnements en 3D, essentiellement sur Unreal Engine, et qui vont être couplés à des caméras spécifiques et à un moteur de rendu, et du coup d'ajuster évidemment l'environnement 3D projeté sur les LED en temps réel, mais aussi de l'adapter en fonction du mouvement de la caméra. Donc ça, d'une part, c'est canon, et deuxièmement, on est en bêta d'un soft là en ligne qui permet de charger des scènes en 3D, et de manière collaborative de faire des retours
directement sur les scènes en 3D, qui est adossé à un outil de planning et de gestion des retours et de ticketing, évidemment. Et l'idée à terme, c'est alors ça peut paraître très buzzword, etc., mais ça fait quand même, on est déjà en 2002, donc ça fait 5 ans que je m'intéresse au blockchain. On parle beaucoup de NFT. Il y a tout un boom autour du NFT, et j'ai mis du temps à comprendre en fait à quoi pouvaient servir ces NFT. Mais l'idée, c'est de dire qu'on pourrait annexer une partie de ces environnements 3D sur des NFT pour que ça permette aux artistes qui créent ces environnements 3D de le monétiser. Donc ça, c'est hyper cool. Et petite parenthèse sur NFT, ce que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre, c'est que le NFT, c'est pas seulement un JPEG, c'est pas seulement un modèle 3D qu'on va pouvoir charger dans un métavers à terme. C'est surtout la capacité de gérer de la communauté. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas pouvoir émettre, je sais pas moi, 1000 NFT. Ce NFT, il est sur une blockchain, et tu peux créer un Discord derrière, ou tu peux créer un site web qui te permet d'identifier et d'authentifier tes utilisateurs par rapport à ce NFT. Donc finalement, la partie visuelle de ce NFT, c'est pas ça qui est le plus important. Ce qui est important, c'est détenir le NFT qui est indexé et annexé à cette adresse sur une blockchain quelconque, qui te permet de t'authentifier et de faire partie de cette communauté. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a un shift énorme là. Donc on parle de Web3. Il y a un shift énorme qui est en train de se passer à ce sujet-là sur le modèle économique. C'est-à-dire qu'on va plus être sur simplement de une marque qui crée soi-même sa marque tout seul via des cabinets de conseil, mais on a vraiment des communautés qui sont créées et qui permettent d'influer et d'influencer sur ce que la marque doit faire comme service. Donc ça, je trouve ça absolument canon. Et du coup, je rentre en tant que directeur des opérations. Donc ce qui pour moi est cool, parce que donc j'ai pas mon BEPC, je fais un bac G, je rattrape quand même par la suite un diplôme d'ingénieur en communication sur une formation longue de 18 mois qui est payée par Ogilvy et qui est financée aussi par le CPF, qui permet d'avoir un diplôme à bac plus 5. Et du coup, tout ça pour dire que ouais, j'ai été CTO, mais finalement aujourd'hui je prends un poste de directeur des opérations, parce que en ayant commencé pendant les années 2000, peut-être qu'aujourd'hui j'ai pas pris le chemin d'une expertise technique hyper poussée, mais je suis capable d'appréhender tous les métiers du web et de discuter avec tout le monde. Et aujourd'hui je suis hyper content en fait de pouvoir recruter, monter une équipe, discuter de la stratégie avec Louis, avec Olivier qui est notre CFO, avec les investisseurs, et de donner des lignes directrices sur voilà comment on va être organisé, et voilà comment ça fonctionne, et de collaborer à ce projet qui est assez dingue. On sent une certaine fierté de pas avoir forcément eu le chemin du bac plus 5, grosses études, et à force avec de l'ambition. Ouais. Et apparemment des journées assez longues et de l'énergie. Il y a un investissement qui est certain et qui est plus le cas aujourd'hui. C'est-à-dire que quand je cherchais du boulot là en début d'année, j'étais très clair là-dessus, parce que je pense que j'ai peut-être fait un burn-out dans une certaine manière, mais je pense que je me suis arrêté à temps pour pas que ça soit irrécupérable. Là, franchement, j'ai arrêté de fumer, j'ai repris la clope électronique, je fais du sport, je mange bien, je me sens bien, je suis content. Tu vois, et j'ai passé des certifs, là, on a enregistré l'émission. Enfin, tu vois, voilà, j'ai pu rencontrer des gens, j'ai pu m'ouvrir, j'ai pu faire des choses qui sont différentes, et ça fait beaucoup de bien. Ouais, donc l'investissement, bien sûr qu'il est énorme, mais on a la chance d'être. Alors, ouais, écouter des podcasts dans d'autres domaines, etc. Je pense qu'il y a des questions de volonté, des questions d'objectifs, mais je pense que dans l'informatique, alors je pense que je suis particulièrement arrivé à un moment où c'était l'Eldorado, et tu savais utiliser Notepad. Alors j'utilisais pas ça, mais tu sais utiliser Notepad, tu sais faire du HTML, vas-y, viens bosser avec nous. Je pense que c'est relativement encore vrai aujourd'hui, parce que il y a énormément de ressources en ligne. C'est pas mon format préféré d'apprentissage. Je pense que le présentiel, je préfère le présentiel, et je préfère la pratique, la partie en ligne pour compléter, mais tu peux te former, c'est possible, et il y a tellement de demandes de partout, pas seulement sur les devs, mais je vois UX, UI,
PO, enfin on est vraiment dans un domaine dans lequel il y a énormément de boulot, quoi. Donc il faut saisir les opportunités. Et oui, bien sûr, moi comment dire, s'il y a un petit message à dire là, c'est pas parce que vous êtes pas très bon à l'école que vous serez pas très bon dans la vie. Ayez confiance en vous. Et ça me ressemble pas de dire ça, hein, mais parce que je pense que malgré tout, pendant ces années, j'ai manqué cruellement de confiance en moi, et que j'ai beaucoup stressé, j'ai beaucoup angoissé, et il m'a fallu là ce temps après 20 ans de carrière pour me dire, mais au fait, c'était pas mal. Ouais, c'était pas mal. C'était canon. Ouais, franchement, c'était canon. Pourtant, les gens autour de moi me le disaient, mais ça, c'est ce que je disais à mon fils hier. En fait, ce qui se passe dans notre tête, il y a que nous qui puissions le changer, mais ouais, je sais pas, j'ai l'impression d'emporter des portes ouvertes en disant ça, mais ouais, je pense que tout le monde est capable de faire quelque chose. Alors moi, j'ai pas accompli des choses énormes, mais je pense que déjà accomplir des choses pour soi-même, c'est déjà pas mal, quoi. Bah écoute, ça peut faire une belle petite conclusion. Ouais. Néanmoins, j'ai quelques questions finales. Ouais. Je commence par la première. Est-ce que tu as un proverbe, une devise, une phrase qui t'accompagne, que j'ai découvert récemment et que j'ai pas exactement en tête, mais qui dit il vaut mieux souffrir de faire quelque chose et d'avoir du mal à faire quelque chose et de se tromper, plutôt que de souffrir du regret de pas avoir fait cette chose. Et ça, c'est vraiment ce que je l'ai lu là il y a pas longtemps, et pour moi ça va avec toutes ces notions de zone de confort, de prise de risque, etc., que je trouve absolument bullshit. Moi je pense qu'il faut en tant que manager, je pense qu'il faut mettre les gens dans leur zone de confort, parce que quand ils sont au confort, quand ils savent qu'ils sont entourés, quand ils savent qu'ils peuvent se tromper, le jour où ils vont prendre un risque, et le jour où ça va pas fonctionner, ils vont pas avoir de mal à le dire. Et voire peut-être même en anticipation de j'ai un doute, hein, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, j'ai un doute, j'aimerais bien prendre ce risque. Adrien, qu'est-ce que t'en penses et tout machin. Ok, vas-y, c'est quoi le trade-off? Ok, on regarde, vas-y. Et puis si tu te plantes, bon, sûr que si le gars ou la nana il se plante 10 fois sur la même chose, ça devient compliqué, mais je pense que c'est un autre problème. Donc ouais, voilà, mettre de l'effort et souffrir de l'effort plutôt que de souffrir de pas l'avoir fait et d'éprouver ce sentiment de regret. Eh ben, l'idée est passée. Ouais. Est-ce que tu as un surnom ou plusieurs surnoms? J'en ai plein. Mon premier surnom, c'était Wolf, que j'ai lamentablement pompé sur mon frère. Alors, c'est toi qui pompe, c'est toi qui te donne des surnoms, en fait. Ouais, exactement, ouais. Et puis, parce que je trouvais ça sympa, et peut-être que je manquais d'originalité à l'époque. Et puis, j'adore une BD qui s'appelle H. Barrett, qui est un mec complètement barré. Donc beaucoup de monde m'appelle Barrett, tout simplement. Pendant une époque, quand il y avait les standards chez Digitas, il y avait un truc qui était assez cool. Ils avaient monté une petite opération, ils nous avaient distribué des badges pour qu'on puisse identifier dans quel département bossaient les gens à l'époque. Donc moi j'avais un badge HTML, et quand on bossait à Neuilly, j'avais mon badge HTML toujours sur mon manteau, et le gars du resto en face m'appelait HTML, donc j'ai eu son nom là pendant des années. Le Marshall, je sais plus pourquoi, chez Ogilvy. Moi j'aime bien ce côté j'aime bien un peu ce côté assassin au King Squat, où il y a pas on peut avoir différents surnoms, différentes personnalités, et je trouve ça cool. Ayez plein de surnoms, ayez plein de pseudos, et soyez volatiles là-dessus. Eh ben, ça m'amène vers la dernière question. Ouais. Est-ce qu'il y en a une que je t'aurais pas posée? Je pense qu'on a balayé. Je pense qu'on a balayé, ouais. Si, ouais, tu m'as pas demandé ce que j'avais apprécié comme podcast. Bon, évidemment, Eric Daspet, merci. C'est grâce à toi si je suis là aujourd'hui, si j'ai franchi le pas, parce qu'au premier abord, je pense que je l'aurais pas fait, mais ça m'a fait du bien d'entendre. D'entendre une personne que j'estime dire je me suis trompé, j'ai pris des postes qui étaient ambitieux, que je maîtrisais pas forcément, et du coup ça m'a d'autant plus poussé à rentrer chez Mado et à me dire ok, il y a une partie que je sais, sur laquelle je suis en maîtrise, il y a une nouvelle partie que je vais découvrir, parce que c'est l'univers des startups.
va falloir aller convaincre des investisseurs. Ça va être nouveau et ça va être une petite équipe. Moi, j'ai l'habitude d'intégrer des grosses équipes, donc il va y avoir de la proximité. Je me souviens pas du nom de la personne qui a été interviewée, mais qui était passée par Facebook, qui était passée par Microsoft, puis Startup, et qui a monté sa boîte aujourd'hui. Il me semble qu'il fait de l'intelligence artificielle autour du fact-checking. Ouais, alors, il a pas monté sa boîte, mais il a intégré Buster AI. C'est Hugo Venturini. Ouais, ça, j'ai trouvé ça super intéressant parce que des expériences complètement différents, divers et variés et puis ça fait du bien et ça parlait beaucoup de Facebook et j'étais curieux de savoir comment ça se passait à l'intérieur. Et pour terminer, le CTO qui est passé par mon chauffeur privé de mémoire, qui est passé par chauffeur privé mon docteur. Non, c'était Captain. Peut-être, ouais, et qui raconte notamment. Donc il est CTO, je crois qu'il est plutôt jeune, ils investissent des nouveaux locaux et son CEO lui dit ça serait bien que tu montes l'infra, ça serait bien que tu montes le Wi-Fi. Et le gars lui dit mais en fait mais je l'ai jamais fait et je pense qu'à juste titre son boss lui dit mais en fait c'est qu'il y a je sais pas 80 ou 90% en fait de gens qui prétendent savoir faire quelque chose mais en fait ils ont aucune idée de ce qu'ils font, pas pour dire il y a des gens qui pipotent mais surtout en fait lancez-vous, enfin je veux dire essayer de le faire et au final il apprend des trucs et au final il réussit et à nouveau en fait c'est quoi le trade-off? Est-ce qu'il aurait mieux fait de prendre un externe qui lui aurait coûté une blinde et avec lequel je sais pas il aurait fallu qu'il monte un appel d'offres, qu'il choisisse etc. pour final ça là il a appris un truc donc voilà moi aussi j'ai appris un truc pour le coup. Tu fais référence à l'épisode de Samuel Rossil qu'on salue. Ouais exactement, salut. Eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir participé. Et merci de m'avoir invité. Je te souhaite, parce que là, c'est tout récent, pour Mado. Donc, plein de bonnes choses à toi pour ce démarrage. Merci beaucoup. Merci. Ciao. L'épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas, c'est le moment de prendre 2 ou 3 secondes de plus pour 2 ou 3 clics. Un petit clic pour un pouce bleu ou un petit clic pour un partage aux copains ou un petit clic pour vous abonner et ne pas rater le prochain épisode. À très bientôt.